phase d'accueil, nous allons avoir un premier temps sur l'évolution de la famille. Voilà, avant de parler du métier, on va parler de ces familles qui ont besoin donc de professionnels, et puis de la prise en compte des problématiques sociales. Ensuite, un deuxième temps sur le TISF, travailleur social au domicile, avec des témoignages de professionnels et donc des manuels une maman. La formation des TISF présentée par les organismes de formation. Des témoignages sur la prise de poste de jeunes TISF diplômés qui se sont montés aussi en association TISF, vous avez dit TISF. Et ensuite, nous ferons une pause vers 12h30 pour le déjeuner. Je vais appeler tout de suite au pupitre Marie-Clémence Lepape. Donc Marie-Clémence Lepape voilà, est maître de conférence en sociologie de la famille au centre Max Weber à Lyon. Alors, au travers d'études terrain et d'études statistiques, vous avez étudié les conditions de vie et les transformations du modèle familial. Pouvez-vous nous décrire la famille d'aujourd'hui et en quoi le métier de TISF est adapté pour l'accompagner dans son évolution ? Merci pour cette introduction. Donc, je suis sociologue et puis je travaille plus spécifiquement sur la famille, sur les conditions de vie des familles. Et donc, quand Nathalie Farrugia m'a invitée à participer à ce temps, elle m'a demandé de réfléchir un petit peu à la façon dont le métier de TISF pouvait accompagner justement ces évolutions familiales dont on entend parler. Et donc, je me suis dit que j'allais axer mon propos aujourd'hui sur justement ce que je perçois à titre personnel à travers justement des études de cas, des études statistiques, comme justement les grandes évolutions de la famille et comment il me semble en effet que ce métier de TISF est particulièrement central pour accompagner ces évolutions. Donc en fait, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est face aux évolutions de la famille, comment peut répondre le métier de TISF ? Alors, pourquoi cette question ? Premièrement, parce qu'il me semble que justement les TISF, et ça a été dit plusieurs fois lors des interventions ce matin, sont au cœur de l'intimité des familles. Ce mot d'intimité, pour moi, il a un sens fort, parce que, et encore une fois, ça a été dit juste avant, et pour moi, c'est un sens fort, ils sont, ou elles, enfin, ils et elles, on espère ils de plus en plus nombreux, sont, dans une certaine mesure, les observateurs privilégiés des transformations de la vie familiale. Et en assistant les familles au quotidien, leur regard, ça c'est très important, c'est ce regard, leur capacité d'analyse est précieuse, car elle permet de voir ce qui est invisible, ou tout du moins ce qui est difficilement décelable au premier regard, par des professionnels qui sont moins présents justement au quotidien sur le terrain. Toutefois, cette position particulière d'observateur privilégié les place également à l'avant-garde des transformations de la vie familiale. Et ces transformations de la vie familiale qui sont, c'est vrai, elles se sont accélérées au cours de ces dernières décennies, ont profondément transformé leur cadre de travail et demandent une capacité d'adaptation, le mot a aussi été prononcé tout à l'heure, qui n'est pas toujours évidente à trouver dans un contexte qui est changeant. Deuxièmement, il me semblait aussi important de faire un point sur ces évolutions de la vie familiale, parce que ces évolutions de la vie familiale, elles font l'objet d'un discours médiatique et social qui est bien particulier. Et c'est vrai qu'on entend tout dire au sujet de la famille. Il y a une sociologue qui s'appelle Geneviève Cresson, qui a aussi pas mal travaillé sur le travail social, qui est une ancienne travailleuse sociale. Elle parle d'une certaine mythification de la famille. La famille, elle est de plus en plus mythifiée, c'est un mythe. Elle est tantôt applaudie, elle est tantôt accusée. Bref, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la vie familiale, elle fait l'objet de bien des discours contradictoires. Alors, ces discours contradictoires, on peut les analyser en deux temps. D'une part, par certains, glorifient justement la liberté qu'ont de plus en plus de citoyens à se construire une vie familiale qui leur ressemble, ou tout du moins à laquelle ils aspirent. Et d'autre part, la famille est parfois accusée de tous les torts et de toutes les vicissitudes, et on ne compte plus actuellement les discours de spécialistes qui accusent les parents, ouvertement ou plus implicitement, d'être à l'origine des maux que rencontrent les jeunes aujourd'hui. Donc, face à ces discours très contradictoires, il me semblait
important aujourd'hui de revenir à certains constats indiscutables sur les conditions de vie des familles. Ce sera donc l'objet de la première partie de mon intervention. Je vous donne un exemple. Par exemple, on entend dire que les familles monoparentales, donc c'est les familles composées d'un seul parent, sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Mais finalement, aujourd'hui, combien d'enfants mineurs vivent dans cette configuration familiale? Est-ce que leurs conditions de vie sont différentes de celles des enfants qui vivent dans les familles qu'on appelle en sociologie de la famille, ce n'est pas un joli terme et c'est un terme un peu connoté, intactes? Et est-ce que la séparation parentale, elle peut affecter le devenir social de ces enfants? Donc l'objectif dans cette première partie, c'est de revenir sur les difficultés réelles des familles. Pas celles que soulignent les médias, mais celles souvent plus invisibles qui peuvent amener certaines familles à être prises en charge ou aidées temporairement dans leur quotidien. Dans la deuxième partie de mon intervention, je m'intéresserai plus spécifiquement aux attentes qui pèsent sur les parents aujourd'hui. Si les façons de fonder une famille se sont diversifiées, il en est de même des attentes qui pèsent sur les parents. Même si, j'y reviendrai, elles ne sont pas les mêmes pour les pères que pour les mères. Donc je reviendrai un petit peu à cette problématique homme-femme qui a été aussi un petit peu discutée en introduction. Et ces attentes implicites qui pèsent sur les parents, les TISF y sont confrontés au quotidien. Notamment parce qu'une partie des familles prises en charge le sont dans le cadre de mandats juridiques et administratifs. Les TISF ne prennent donc pas seulement en charge les difficultés matérielles que peuvent rencontrer les familles, mais sont également là pour les soutenir dans leur exercice quotidien de la parentalité. Et les normes qui encadrent aujourd'hui la bonne parentalité et l'éducation quotidienne des familles sont donc particulièrement intéressantes à analyser, notamment parce que tous les parents ne sont pas également armés pour faire face à ces nouvelles injonctions éducatives. Donc, première partie, des trajectoires familiales qui produisent des effets différents sur les hommes et sur les femmes. Donc, dans cette partie, je vais souligner les difficultés temporaires ou plus permanentes qui peuvent survenir au cours de la trajectoire familiale de ces hommes et de ces femmes et qui peuvent nécessiter une aide particulière à un moment donné. Ce qu'on peut dire rapidement et de façon un petit peu schématique, c'est que jusque dans les années 70, il n'existait qu'une seule façon de fonder une famille, le mariage, auquel succédait plus ou moins rapidement l'entrée dans la parentalité. Ce modèle statistique et normatif, il s'agit aussi d'une norme familiale, a été profondément remis en cause au cours de ces 50 dernières années. Et dans leur trajectoire familiale, pour moi ce mot de trajectoire familiale, il a un sens fort, les parents expérimentent donc de plus en plus souvent des séquences familiales différentes. La vie en couple, la séparation, la vie sans conjoint et la recomposition familiale. Et cet enchaînement de séquences familiales n'est pas figé. Et il n'est plus rare pour un même individu de vivre plusieurs séparations et plusieurs recompositions. Dans l'enchaînement de ces séquences familiales, l'étape de la monoparentalité constitue un moment particulier qui n'a pas les mêmes effets sur les hommes et sur les femmes. En 2011, en France métropolitaine, 1,5 million de familles sont composées d'un parent sans conjoint, résidant avec au moins un enfant mineur. Et dans 85% des cas, le parent est une femme. Les mères restent par ailleurs dans cette configuration monoparentale plus longtemps que les pères, qui se remettent plus vite en couple que leur ex-compagne. La perte de niveau de vie après la séparation les expose plus particulièrement au risque de pauvreté. C'est un des constats forts des études statistiques menées sur la famille aujourd'hui. Les familles monoparentales sont très exposées au risque de pauvreté. Ainsi, les familles monoparentales, on le sait, vivent dans des conditions de logement plus difficiles et plus fragiles que les couples avec enfants. On sait aussi que ce risque de pauvreté est peu impacté par le mécanisme des pensions alimentaires, qui, bien que construit de manière à équilibrer le coût de l'enfant entre le parent hébergeant et l'autre parent, ne réduit que faiblement cette pauvreté. C'est l'une des priorités du Haut Conseil pour la famille,
revoir le système de pension alimentaire parce que justement il protège relativement mal, notamment les femmes, du risque de pauvreté après une séparation. Et par ailleurs, ce que l'on sait, c'est que seule la moitié des mères de familles monoparentales occupent un emploi à temps plein, alors que cet emploi fournit généralement l'essentiel des revenus du ménage. Il existe donc pour moi, à titre personnel, un véritable enjeu pour les travailleurs sociaux à accompagner ces mères pendant cette étape, parce que c'est une étape, ce n'est pas un état, la famille monoparentale n'est pas un état, c'est une séquence dans la trajectoire familiale. Donc il existe un véritable enjeu pour ces travailleurs sociaux à accompagner ces mères pendant cette étape, plus ou moins longue, de leur trajectoire familiale. Si ce n'est pas le cas pour toutes, d'ailleurs loin s'en faut et heureusement, un soutien logistique quotidien est parfois nécessaire pour leur permettre d'articuler justement vie familiale et vie professionnelle, notamment quand elles sont isolées et que le soutien familial, les oncles, les tantes, les grands-parents, fait défaut. Pour les pères monoparents, le défi est différent. On le sait, ils sont moins exposés au risque de pauvreté que les femmes, même si leurs conditions de vie sont moins bonnes que celles des pères en couple. Pour moi, le risque est ailleurs. L'ensemble des études statistiques menées par l'INSEE et l'INED depuis plus de 10 ans maintenant montrent que la séparation des parents tend à distendre les relations avec le père. D'après une enquête qui s'appelle l'enquête ERFI, près d'un enfant mineur de parents séparés sur 10 ne voit jamais son père. Un enfant mineur de parents séparés sur 10, c'est quand même beaucoup statistiquement. Et plus l'enfant est jeune au moment de la séparation des parents, et moins il fréquente son père par la suite. Le risque de rupture est aussi plus élevé lorsque le père est peu diplômé, lorsqu'il est au chômage ou lorsqu'il est en emploi précaire ou avec de faibles revenus. La rupture du lien père-enfant est par contre moins fréquente avec une résidence alternée. Accompagner ces pères à trouver ou à prendre leur place après la séparation est donc un enjeu important, tant pour ces pères que pour leurs enfants. Ce défi est également important pour les hommes dans les familles recomposées. En 2011, toujours, 1,5 million d'enfants de moins de 18 ans vivent dans 720 000 familles recomposées, c'est-à-dire dans une famille où les enfants ne sont pas tous ceux du couple actuel. Homme ou femme, il est parfois difficile pour le beau-parent de trouver sa place, son rôle, son nom, son espace dans les familles recomposées. Il s'agit en fait de prendre une place et une désignation sur mesure, construite par lui et pour lui, ni trop proche, pour ne pas prendre la place de l'autre parent biologique, ni trop éloigné, pour ne pas être trop distant du rôle de parent de son nouveau conjoint. Cette difficulté est d'autant plus marquée qu'il n'existe pas en France de cadre juridique clair qui définisse la place de beau-parent. Le droit civil ignore totalement le beau-parent. Il n'est pas totalement inconnu du droit social et du droit fiscal, car sa présence peut être prise en compte pour le calcul des prestations et des contributions. Le beau-parent est donc reconnu en tant qu'allocataire ou en tant que contribuable, mais pas en droit civil, en tant que parent. Ce dossier sensible, on le sait, a été plusieurs fois exhumé, puis inhumé. C'est un peu un vieux serpent de mer, il ressort tous les 3-4 ans. Et à des phases de propositions multiples, succèdent des moments de mise en parenthèse, sans que toutefois, jusqu'à aujourd'hui, aucune mesure concrète n'ait été prise. Le droit actuel procure cependant des moyens, parfois au prix, et on le sait, de montages juridiques alambiqués, pour associer le beau-parent à l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, cette difficulté à prendre sa place en tant que beau-parent semble davantage marquée pour les hommes. En effet, les familles recomposées sont très souvent, alors nous, le jargon qu'on emploie en sociologie, on dit qu'elles sont très matricentrées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les familles recomposées, la mère occupe une position centrale, tant pour la gestion et la prise en charge du quotidien que pour l'organisation des relations du réseau familial. Et on sait
que la mère influence fortement les rapports entre son enfant et les autres protagonistes, le père, la belle-mère, le beau-père, les enfants, les parents du beau-parent, etc. On voit donc bien que tant dans le cadre des familles monoparentales que dans le cadre des familles recomposées, les évolutions de la vie familiale amènent à repenser la place du père dans la famille. Et les TISF ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces nouvelles formes de paternité. Pour les professionnels intervenant auprès de ces familles, l'enjeu est peut-être, plus généralement, de permettre à l'enfant de garder, autant que possible, un lien avec ses deux parents. En effet, ce qu'on appelle la coparentalité, c'est un concept qui s'est progressivement ancré dans les considérations et les décisions relatives à l'autorité parentale. Cela ne veut pas dire que la coparentalité soit toujours facile. Elle est assortie implicitement, et on ne le dit pas assez, d'un idéal de séparation et de vie pacifiée. Or, c'est pas si facile que ça au quotidien. Et si la coparentalité est une règle générale, soutenue par le droit, elle se frotte parfois à des réalités familiales et parentales plus douloureuses, à des séparations heureuses et à des séparations plus difficiles. Dans ce cadre, la résidence alternée, dans ce cadre de la coparentalité, la résidence alternée est une solution qui est de plus en plus promue par les juges. En 2015, la résidence alternée est 2 fois plus prononcée qu'en 2003. Et cependant, même s'il est 2 fois plus prononcé, ce mode de résidence reste statistiquement restreint. Il est présent dans 17% des décisions et il est encore moins utilisé chez les jeunes enfants, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 5 ans, seulement dans 13% des cas. Et parmi les professionnels, le débat fait rage entre les défenseurs de la résidence alternée et ceux qui s'y opposent. La résidence alternée, elle est alternativement présentée comme source de joie et de partage ou comme un nid de pathologie. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que l'absence d'études irréfutables sur les conséquences positives ou négatives empêche de conclure définitivement. Il me semble que pour les TISF, l'enjeu, il est plus pragmatique. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner les parents, mais aussi les enfants qui peuvent vivre dans plusieurs foyers différents. Et là aussi, le défi est de les amener à trouver leur place, celle qui leur convient. Donc, pour conclure cette première partie, on peut dire que les TISF doivent faire face à des configurations familiales toujours mouvantes. C'est pour ça que je parle de trajectoire familiale, dont les frontières bougent sans cesse. Ce qui les amène à bricoler et à inventer dans le sens noble du terme, un suivi individualisé qu'il n'est pas toujours facile de penser et de mettre en place au quotidien. Cependant, pour moi, il serait caricatural de restreindre l'action des TISF à des configurations familiales bien particulières. Nathalie Farrugia avait bien insisté sur ce point. Les mandats exercés par les TISF les amènent à intervenir lors de toutes les étapes de la vie familiale, et pas seulement après une rupture ou après une recomposition familiale. Dans ce sens, les TISF accompagnent les parents tout au long de leur trajectoire parentale, au moment de la naissance, mais aussi quand les enfants grandissent. C'est pourquoi je souhaiterais parler dans cette deuxième partie d'une évolution qui touche l'ensemble des parents, à savoir la pression diffuse et latente qui pèsent sur eux pour être de bons, je mets ça entre guillemets, parents. On parle aujourd'hui de compétences parentales, on parle parfois même de talent. Finalement, on s'aperçoit qu'être parent est de moins en moins perçu comme quelque chose de naturel. À en écouter certains, être parent serait même un métier à part entière. Dans les pays anglo-saxons, des logiciels, des outils techniques sont apparus, tout comme des stages de formation parentale. Donc, si les attentes de la société envers les parents
ont toujours été fortes, ça c'est un constat indéniable. La pression diffuse et accrue qui pèse sur eux est une caractéristique forte de la vie familiale contemporaine. Et on a tendance à l'oublier, mais la première injonction qui pèse sur les individus est d'abord celle d'être parent. Quand on travaille sur les familles, il faut aussi rappeler ça. Dans la société française, passé un certain âge, et surtout si on est en couple stable, il est suspect de ne pas avoir d'enfants, ou tout du moins de ne pas en vouloir. La France, on le sait, reste un pays à fort taux de fécondité, où l'enfant, pour ce qu'il apporte d'expérience, et parce que l'enfant représente souvent un passage vers l'âge adulte, est souhaité, attendu, désiré. Et cette injonction à être parent est encore plus vraie pour les femmes que pour les hommes. En effet, la maternité continue d'être le marqueur premier de l'identité féminine, et ce marqueur touche toutes les femmes, celles qui veulent des enfants, mais aussi celles qui n'en veulent pas, et qui doivent se défendre d'avoir un tel projet de vie. La non-maternité doit se justifier, alors que ce n'est souvent pas le cas pour la non-paternité. Il existe donc une pression sociale à la maternité, qui s'exerce sur les femmes et qui crée d'ailleurs entre ces femmes des inégalités. Si avoir un enfant est la première des injonctions, encore faut-il avoir un enfant au bon moment. Je remets des guillemets. Ce bon moment, ces bonnes conditions, ce bon âge pour avoir un enfant sont fixés par la société. Première injonction, il faut d'abord être deux, être un couple. Et ce couple doit être stable. La stabilité, on l'a vu, ne passe plus nécessairement par le mariage aux yeux de la société, mais par une histoire de vie commune. Deuxième injonction, la stabilité professionnelle. Il faut avoir terminé ses études, occuper un emploi correctement rémunéré, notamment pour les hommes. Le bon parent est celui qui travaille, ou en tout cas qui a les moyens d'intégrer le marché du travail s'il le souhaite. Troisième injonction, celle de l'amour que le parent est censé apporter à son enfant dès avant la naissance, et même parfois dès avant sa conception. C'est la notion de désir d'enfant qui revient tout le temps dans notre société. L'idée sous-entendue derrière cette notion de désir d'enfant, c'est qu'un enfant désiré sera un enfant aimé par ses parents, et notamment par sa mère, et donc bien parti dans la vie. La première conséquence de ces normes, c'est que les parents donnent tous, peu ou prou, naissance à leur enfant au même moment de leur trajectoire familiale. Je n'ai pas dit au même âge, j'ai dit au même moment de leur trajectoire familiale. Et ça se vérifie statistiquement. Les femmes de 25 à 35 ans contribuent par exemple aux 2/3 des naissances annuelles. Seuls 4% des femmes et 2% des hommes sont étudiants l'année précédant la naissance de leur premier enfant. Et 70% des parents exercent l'un et l'autre une activité professionnelle. Enfin, le couple reste le cadre dans lequel la plupart des enfants naissent, puisque 7% des femmes vivent seules au moment de leur accouchement. La deuxième conséquence de ces normes, c'est qu'à la maternité insouciante des années 1960 a succédé une maternité anxieuse, soucieuse de bien mener à terme ce projet d'enfant. La troisième conséquence, c'est que cette définition implicite du bon moment, des bonnes conditions, met au banc de la société plusieurs sortes de maternités. Tout d'abord, les maternités solo, qu'elles soient voulues ou subies. Ensuite, les maternités qu'on juge trop précoces ou trop tardives par rapport à cette norme statistique. Ensuite, les maternités où l'amour maternel est suspecté d'être défaillant. Ce souci de bien faire des parents se manifeste également après la naissance de l'enfant. Les parents n'ont plus le droit à l'erreur, puisqu'ils ont choisi de faire cet enfant. Plus l'enfant est désiré, investi, plus la pression est forte sur les parents, et plus leur culpabilité, leur peur de ne pas être à la hauteur est parfois, je dis bien parfois, décuplée. Parallèlement à ce renforcement des rôles parentaux, on observe
une valorisation croissante de ce qu'on appelle la coéducation entre parents et professionnels. La coéducation, dans les discours de ceux qui la promeuvent, c'est une collaboration quotidienne entre parents et professionnels autour de l'éducation de l'enfant, puis de l'adolescent. Cette coéducation, si elle est encouragée par les politiques sociales et familiales, est toutefois difficile à mettre en place au quotidien. Là encore, les TISF sont au cœur de cette coparentalité qui est tellement valorisée. Et elles doivent trouver les justes modalités pour travailler avec les familles autour du bien-être de l'enfant. Cette coéducation, parfois si évidente sur le papier, ne l'est pas forcément sur le terrain. Et, on l'a rappelé, les TISF doivent s'adapter à des contextes familiaux toujours changeants. En outre, force est de constater que cette coéducation a ses limites et que, quand tout va mal, l'éducation est bien souvent ramenée à une question strictement familiale. Pas étonnant donc que dans ce contexte, des émissions comme Super Nanny ou Le Grand Frère aient encore la cote aujourd'hui. Premier succès d'Audimat quand il passe en début de soirée. Ça s'est encore vérifié en 2014. Ces deux émissions reposent implicitement sur la dénonciation de situations familiales dysfonctionnantes qui ramènent les problèmes rencontrés par les jeunes et les enfants, justement, à une affaire de famille. Et si ce thème de la crise de l'autorité parentale est autant d'actualité, c'est parce qu'il existe actuellement un brouillage normatif sur ce qu'est l'autorité. De nombreux livres sont ainsi édités chaque année pour apprendre l'autorité aux parents. Parents, osez vous faire la bêtise, nous disent Frédéric Aubourg et Nadia Mila. C'est comme ça, un point, c'est tout, titre Philippe Jamet. Tandis que Claude Almos propose un livre sur l'autorité expliquée aux parents. En feuilletant ces livres, on voit bien à quel point les conseils donnés par ces professionnels sont différents, voire parfois complètement contradictoires. L'autorité, pour certains, c'est se faire obéir sans se justifier, tandis que pour d'autres, l'autorité ne doit pas être autoritaire. Toutes ces normes éducatives sur l'autorité, souvent contradictoires, qui circulent fortement dans les médias, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du Grand Frère et de Super Nanny, finissent par créer ce qu'on appelle, nous, une forme de cacophonie normative pour les parents, qui ne savent plus vraiment à qui se référer. Et les TISF interviennent dans ce contexte de cacophonie normative, où les parents ont parfois bien du mal à trouver leurs repères. Ce sont elles qui les suivent dans leur apprentissage quotidien de la parentalité. Et par leur accompagnement quotidien, elles les aident à hiérarchiser ce qui est important dans l'éducation des enfants et ce qui l'est moins, avec ce qu'elles font, avec ce qu'elles voient, avec ce qu'elles observent. En effet, face à cette cacophonie normative, tous les parents ne sont pas également armés. Certains, ils font leur marché, ils vont chercher ça, et puis ils vont retenir ça, puis enlever ça, retenant ici et là ce qui va dans le sens de leur vécu quotidien, tandis que d'autres sont complètement perdus. Les parents ne sont pas soumis aux mêmes injonctions et n'y font pas face de la même façon. Dans le couple, déjà, il faut noter encore une fois des inégalités entre les hommes et les femmes. Comme je l'ai dit, il existe dès le départ une injonction à la maternité qui n'existe pas ou qui n'a pas son pendant pour les hommes. Ce sont également sur les femmes que repose actuellement l'essentiel des attentes éducatives. Sous l'impulsion des discours psychanalytiques, la place accordée à la mère a été renforcée et le bien-être de l'enfant est de plus en plus pensé par la disponibilité maternelle à son égard. Cette norme de la disponibilité maternelle est une norme contemporaine. Cette disponibilité n'est pas simplement une disponibilité physique, il s'agit aussi d'une disponibilité mentale, dans le sens où
la bonne mère, je mets ça entre guillemets, se doit être à l'écoute de son enfant. Cette norme de la disponibilité maternelle légitime la double journée des femmes. Dans l'idéal, il faut travailler, parce que c'est mieux que l'inactivité, mais pas trop, pour pouvoir passer du temps avec ses enfants. Cette norme légitime également la surcharge de travail domestique, au nom du principe de l'exclusivité de la présence maternelle auprès des enfants, et notamment auprès des enfants en bas âge. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes sont actuellement exposées à des tensions normatives, à des normes contradictoires, s'épanouir dans le travail, investir dans le travail, mais aussi être une bonne mère, qui n'ont pas leur équivalent pour les hommes. Les inégalités dans la famille, elles ne sont pas simplement des inégalités de genre, je crois qu'il faut oser prononcer le mot, elles sont aussi sociales. En effet, face à ces nouvelles injonctions éducatives, certains parents s'en tirent mieux que d'autres. En effet, on le sait, plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus les individus possèdent des ressources pour faire face aux attentes parentales qui pèsent sur eux. Ressources économiques, tout d'abord, qui permettent de déléguer à des personnes compétentes une partie, justement, de ce travail parental. Aide périscolaire pour les plus jeunes. Soutien extrascolaire pour les enfants scolarisés. Toutes ces formes de soutien éducatif demandent des ressources économiques que n'ont pas, loin de là, l'ensemble des familles. À défaut de ressources économiques, c'est donc souvent le système D qui prévaut. Aide entre parents, mobilisation des papis, des mamies, du réseau amical, des grands frères, des grandes sœurs pour les devoirs quand ils sont en l'âge de pouvoir aider. Et pour les familles coupées de leur réseau familial, pour des raisons qui sont très différentes, cette mission éducative repose sur les seuls parents. Et c'est pourquoi une aide extérieure, ponctuelle, permet bien souvent de ne pas s'enfoncer dans la spirale cumulative des difficultés. Face à ces nouvelles attentes éducatives, les parents n'ont pas tous les mêmes ressources sociales également. C'est important de le souligner. Ce sont ces ressources sociales qui permettent de mobiliser son réseau pour trouver les bons interlocuteurs en cas de difficulté. Le bon psy, quand son ado va mal, l'orthophoniste, compétent, sympa, quand son enfant a des difficultés pour parler, ou encore le psychomotricien pas trop cher qui aidera l'enfant dans ses problèmes de graphie. Ça aussi, ça demande des ressources. Enfin, tous les parents n'ont pas les mêmes ressources culturelles. Ces ressources culturelles sont importantes, car elles peuvent amener une certaine proximité, une certaine familiarité avec les normes éducatives qui sont produites par les professionnels et permettent ainsi de mieux se les approprier. En conclusion, on voit donc bien que les configurations familiales sont mouvantes, elles bougent sans cesse. Le principal défi pour les TISF est donc de s'adapter, on a prononcé le mot, à ces nouvelles réalités familiales. Et cette adaptation est d'autant plus délicate qu'elle doit être rapide pour permettre aux TISF d'agir efficacement sur un temps qui est souvent un temps limité. Leur intervention est aujourd'hui d'autant plus nécessaire que certaines étapes de la vie familiale, on l'a vu suite à une séparation par exemple, peuvent amener à ce que j'appelle une spirale des difficultés. Difficultés familiales qui peuvent déboucher sur des difficultés économiques, qui peuvent engendrer à leur tour des difficultés éducatives, etc. Or, cette spirale des difficultés, elle peut être endiguée par une aide temporaire, concrète, quotidienne, au bon moment. Et c'est, selon moi, précisément ce que les TISF apportent au quotidien quand elles interviennent. Le soutien n'est pas seulement logistique, il est également de permettre à chacun d'avancer dans son apprentissage de la parentalité. Comme je l'ai montré dans la deuxième partie de mon intervention, les attentes qui pèsent sur les parents n'ont jamais été aussi importantes, mais elles sont diffuses et elles sont contradictoires.
L'enjeu des TISF, de mon point de vue, est donc d'amener les parents à trouver leur propre repère éducatif, leur propre façon de faire, en fonction de leurs ressources et de leur situation. Cela n'a rien d'évident. Et c'est justement parce qu'elles sont les témoins privilégiés de la vie des familles, de l'intimité familiale, qu'elles ont les moyens, ces capacités d'analyse, ce regard, de mener à bien ce travail délicat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Le Pape. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? On peut prendre peut-être une ou deux réactions ou questions pour notre intervenante. Donc, chaque table est équipée de micros individuels. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous appuyez sur la petite touche mic, qui veut dire micro. À ce moment-là, ça s'allume et vous pouvez prendre la parole. Donc on espère que vous n'hésiterez pas tout au long de la journée à intervenir. On voudrait vraiment que ce soit vivant et recueillir voilà, votre parole, vos réactions par rapport à ça. On y reviendra, hein, peut-être. Merci en tout cas pour donc cette description de la famille aujourd'hui.